rejoint maintenant un adepte, je crois, de James Bond, Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve, comment vous savez que je suis un adepte de James Bond? Je le sais, comme dirait voilà. Lara Fabian. Vous êtes très fort. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. À la une cette semaine de notre hebdomadaire préféré, Alfred Dreyfus. Oui, parce que si vous voulez, il y a donc la création de ce musée qui constitue une réparation symbolique. Musée à Médan, donc qui a ouvert le mois dernier, qui est présidé aujourd'hui par un historien important de l'affaire Dreyfus, qui s'appelle Philippe Auriol. On l'a interviewé d'ailleurs dans le dossier. Mais en réalité, ce dont on s'est aperçu en enquêtant sur, on va dire, les échos actuels de cette affaire, c'est que au fond, en dépit de la réhabilitation historique du capitaine Dreyfus au terme d'un très long combat judiciaire, mais aussi d'un combat d'idées, en réalité, sa réintégration pleine et entière aujourd'hui dans la cité, c'est-à-dire dans la conscience de nos contemporains, n'est pas totalement achevée. Le grand rabbin de France a pris une initiative très courageuse récemment, qui est de demander l'intégration, plutôt l'élévation à titre posthume du capitaine Dreyfus au rang de général. À l'occasion de l'inauguration de cette maison, de ce musée. Voilà, à l'occasion de l'inauguration de cette maison, il était d'ailleurs à Médan au moment de l'inauguration, et il a interpellé, amicalement, mais il a interpellé le président de la République, Emmanuel Macron, en lui disant que selon lui, le moment était venu de procéder à cette élévation symbolique au grade de général. Pour l'instant, ce qui apparaît, c'est que au sommet de la hiérarchie militaire, la ministre des Armées, etc., ils sont gênés aux entournures, ils ne souhaitent pas ouvrir cette boîte de Pandore. Pour quelle raison ? Alors, probablement parce que il y a, si vous voulez, le désir de laisser l'armée se débrouiller toute seule avec cette demande, mais aussi il doit y avoir le souci et la crainte que celle-ci constitue un précédent permettant un certain nombre de réhabilitations symboliques qui vont s'enchaîner. Donc, nous, on est évidemment un peu déçus pour l'instant de cette réponse, mais justement, on a voulu redonner à Alfred Dreyfus, dans l'affaire et au travers de l'affaire, toute la densité de son personnage. Parce que souvent on entend de la part des historiens, vous le savez bien sûr Steve, on entend que c'était un personnage falot, qui paraît-il n'aurait pas été à la hauteur de l'affaire qu'il a touchée, etc., etc. Tout ça est faux. Philippe Auriol d'ailleurs l'a montré, tout ça est faux. Il a parfaitement eu conscience, Alfred Dreyfus, de la signification profonde de son affaire. Quelle est, en un mot, la signification profonde de l'affaire Dreyfus? Au-delà du délit de justice, bien sûr, qui a frappé un haut gradé de l'armée accusé de haute trahison en faveur, à l'époque, de l'Allemagne bismarckienne. Mais la signification, elle est très simple. C'est une attaque contre la République. Chaque fois qu'on s'en prend aux Juifs, là, en l'occurrence, à un Juif membre de cette élite franco-judaïque de l'époque, en réalité, on s'attaque au soubassement même de la République, de son esprit démocratique, de son respect du droit. C'était ça qui était visé. Et à l'égalité de ses citoyens. Évidemment, et qui était visé très profondément par ce qu'on appelait donc alors le camp des anti-Dreyfusards. Et il a fallu, et c'est aussi un des aspects de notre dossier, c'est ça qui nous a intéressés, il a fallu le courage, la persévérance de quelques figures de l'espace public, pas tous que des intellectuels d'ailleurs, mais des figures de l'espace public de l'époque. Il y avait Bernard Lazare, bien sûr, le très courageux Bernard Lazare. Il y avait Charles Péguy. Il y eut très tôt aussi Émile Zola, dès 1896. J'en fais mon édito. Dès 1896, Zola prend la plume dans le Figaro pour dénoncer la campagne de haine contre les enfants d'Israël. Il pense à Drummond, naturellement, au succès de la France juive. Et puis, il y a eu aussi des hommes politiques. Auguste Scheurer-Kestner, par exemple, le président du Sénat d'alors. On avait un Sénat qui était proactif dans la lutte pour les droits à l'époque. Tous ces hommes-là, ils se sont engagés contre les majorités de l'époque. Faut bien vous dire que la majorité des Français, s'ils n'avaient rien de personnel contre Dreyfus, pensaient que l'affaire était classée. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. C'était ça, l'optique dominante pendant l'année 1896. Et puis au cours de l'année 97, cette petite troupe, au fond, de lanceurs d'alerte, de l'époque, se mobilise, ébranle les consciences. Et puis l'acmé de cet ébranlement, c'est resté dans les mémoires de tous nos lecteurs, le célèbre J'accuse, publié par Clémenceau, d'Émile Zola, mais publié par Clémenceau. C'est d'ailleurs Clémenceau, grand homme politique, admiré de notre ami Manuel Valls, qui a trouvé le titre. Il fallait trouver un bon titre. Il a trouvé J'accuse, et ça a fait mouche. Et là, ça a déclenché
si vous voulez, une capacité des Dreyfusards, qui jusqu'ici étaient ultra minoritaires, à rassembler quand même autour d'eux des forces nouvelles, notamment issues, bien sûr, de la gauche politique de l'époque, du radicalisme, etc. Pour terminer, vous avez l'impression, Alexis, qu'il existe toujours un débat, il nous reste quelques secondes, un débat politique, historique. On a vu la question Dreyfus revenir oui, alors, de manière un peu étonnante. On va être clair. Pour pas dire scandaleuse. Les segments portés par le néo-nationalisme français, qui suggérerait qu'il y aurait encore des zones d'ombre dans cette affaire et qu'on ne saurait pas tout sont quand même heureusement minoritaires en France. Heureusement. Je veux dire, ils sont portés... Mais ça vous étonne que qu'ils reviennent à la charge? Écoutez, il y a des récurrences dans l'histoire de France. En fait, les grandes familles spirituelles, comme disait Barrès, qui sont en fait des familles politiques, elles changent pas. Elles changent pas. Les gaullistes ne changent pas. Les sociodémocrates ne changent pas. Les maurassiens ne changent pas. Et donc Maurras, je vous rappelle, en 1945, qu'est-ce qu'il disait ? Lorsque l'Allemagne nazie s'effondre et que le régime de Vichy est balayé par le retour de la République, qui sera la 4e. Qu'est-ce qu'il dit Maurras ? C'est la revanche de Dreyfus. Donc vous avez effectivement un segment très minoritaire de l'opinion, revanchard en quelque sorte sur les victoires démocratiques de 1945, qui voudrait aujourd'hui réviser l'histoire de France, avec tout ce que ça comporte de douteux. Il est heureusement minoritaire. C'est quoi la vraie bataille ? Aujourd'hui, c'est quoi la vraie bataille ? C'est de remettre la mémoire de Dreyfus au cœur de l'héritage français. On l'a fait d'un certain nombre d'autres personnages. C'est ça la vraie bataille. Parce que, heureusement, nous ne sommes évidemment pas dans un pays de 68 millions d'anti-Dreyfusards. Et c'est une préoccupation qui, j'imagine, préside à ce choix de mettre... À ce choix, et au choix, encore une fois, très courageux du grand rabbin de France, Chaim Coursia. Eh bien, c'est à dire dans le nouveau numéro d'Actualité Juive. On peut le retrouver dans tous les bons kiosques et sur abonnement. C'est important de s'abonner à Actualité Juive pour soutenir ce très beau projet éditorial. Actualitéjuive au singulier.com. Merci Alexis. Merci beaucoup, et Steve. À la semaine prochaine. À la semaine pour prochaine. Un numéro rétro. Oui, tout à fait. Vous savez, mais vous avez des informations de première main. Vous êtes redoutable. À la semaine prochaine. Radio J. Steve Nadja.